à tous et bienvenue pour une heure de live avec les alumni du Master in Finance de l'ESSEC. 4 alumni qui vont répondre à toutes vos questions pendant une heure sur leur candidature à l'époque au Master in Finance de l'ESSEC, mais également leur parcours académique durant cette année scolaire, leur candidature pour les stages, leur background respectif, à la fois ingénieur et étudiant en école de commerce, leurs différentes origines géographiques, puisque pendant une heure, on a la chance d'avoir un Russe, une Libanaise, une Marocaine et un Français. Alors, ils sont d'origine ou français, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un panel représentatif de manière à ce que chacun d'entre vous puissiez poser vos questions de vos backgrounds respectifs, de vos origines géographiques respectives, de voir quel sens ça a de faire un Master in Finance à l'ESSEC en France, mais également possiblement sur le campus de Singapour, puisque l'ESSEC dispose d'un campus à Singapour sur lequel vous pouvez passer tout ou partie de l'année scolaire durant le Master in Finance. Donc l'idée, c'est que vous puissiez poser pendant cette heure de live toutes vos questions en commentaire. On y répondra en live. Posez dès maintenant vos questions en commentaire, mais également partagez ce live avec des camarades à vous qui sont en réflexion pour la rentrée prochaine, septembre 2019, et qui se posent la question de savoir si oui ou non ça a du sens d'aller faire une année supplémentaire, qui cherchent des informations pour différencier les programmes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de comprendre quelle est la différence entre les différents programmes. Est-ce qu'on doit prendre en compte uniquement les classements? Est-ce que ces classements, d'ailleurs, veulent dire quelque chose sur le marché du recrutement par la suite? On aura les perspectives respectives de nos alumni aujourd'hui et également pour ceux qui travaillent actuellement, qui sont en CDI, en CDD, qui sont à l'étranger dans des bachelors et qui se posent la question de rajouter cette ligne à leur CV et de voir comment ça pourra les aider à construire leur carrière pour des jobs dans les secteurs de la finance, à la fois dans les métiers du corporate finance, mais également dans les métiers de la finance de marché, et on étendra également à l'asset management. Donc l'idée, c'est que vous posiez vos questions, que vous puissiez partager ou taguer vos amis qui pourraient être concernés par cette réflexion pour l'an prochain. On en parlera, c'est un investissement significatif financier. Souvent, les étudiants s'endettent pour ça. Il s'agit de voir est-ce que ça a du sens de prendre un tel montant de dette et est-ce que c'est un véritable investissement ou bien est-ce que, au contraire, c'est de l'argent qui a été jeté par les fenêtres. On n'a pas de parti pris. L'idée, c'est que ce soit les alumni qui ont fait ce programme qui puissent y répondre avec vous. Donc, je regarde un petit peu. Posez vos questions dès maintenant sur le live puisque j'ai vos questions qui s'affichent en live et je vais commencer par demander à nos participants de se présenter rapidement. Basma, est-ce que tu peux commencer? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Basma Afifi. Je suis venue en France il y a 6 ans. J'ai d'abord fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA de Rouen, où je me suis spécialisée dans les énergies renouvelables. Et actuellement, je fais le Master in Finance de l'ESSEC. Ok, très bien. Et du coup, tu as fait la rentrée 2018, septembre 2018. Tu es sur quel campus actuellement? Exactement, j'ai fait la rentrée 2018 et je suis au campus à Cergy. D'accord. Est-ce que tu prévois un passage à Singapour? Non, je vais rester toute l'année Ok. à Cergy. Très bien, super. Merci beaucoup. Nada? Alors, je m'appelle Nada Wanous, je viens du Liban. J'ai étudié à l'école supérieure d'ingénierie de Beyrouth. Ça fait une année, je suis venue en France, j'ai fait le Master in Finance l'année passée. Et là, je continue en Finance à Nomura, à Londres. Ok, donc je comprends bien que tu as commencé en septembre 2017, du coup, le Oui. programme, et que tu es parti à Londres, chez Nomura, suite au programme. Oui, ça? suite au programme. Ok, super. Dans quelle équipe? En Strategy Risk Solutions, en Investment Banking. Ok, donc c'est des équipes qui s'occupent des clients corporate, côté investment banking, Oui. mais où on a besoin aussi d'avoir une bonne connaissance des produits financiers. C'est vrai. Puisque toi, initialement, corrige-moi si je me trompe, mais tu avais postulé plutôt pour du sales and trading. C'est vrai. J'ai fait le summer en Global Markets, mais j'avais une rotation en Investment Banking et c'est pour ça que j'ai eu l'offre en Investment Banking. Ok, donc là, c'est un exemple intéressant de quelqu'un qui avait commencé le master en se disant qu'il allait faire un job en finance de marché, en salle de marché plus précisément, et qui se retrouve à conseiller des clients privés, corporate, donc côté investment banking,
pour leur couverture et leur utilisation de produits financiers, qui est une compétence plutôt de gens venant du marché. Super, merci beaucoup. Florian? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Florian Delafaille. Donc j'ai fait le Master in Finance de l'ESSEC après une école d'ingénieur généraliste. Il y a maintenant, rentrée 2016, c'était, donc un peu plus de 2 ans maintenant. Et je travaille maintenant chez HSBC. Je suis en graduate programme, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Donc j'arrive sur ma dernière rotation qui va après définir mon placement final. Super. Donc tu travailles à Paris? Exactement, oui. Ok. Chez HSBC à Paris. Oui. Très bien. Est-ce que tu avais bossé par le passé? Alors pas du tout, non. J'ai fait mon école d'ingénieur et j'ai enchaîné directement sur le Master in Finance de l'ESSEC pour pouvoir justement changer de voie et me spécialiser en finance et avoir un accès direct aux banques grâce au master. Très bien, merci. Donc on avait 3 ingénieurs. On passe à Ivan. Avec le parcours business. Donc, je m'appelle Yvan. Je suis en France depuis 4 ans. Avant ça, j'ai travaillé, j'ai fait mes études en Russie, en économie. Je suis venu en France, j'ai travaillé à la Société Générale pendant 2 ans, dans Back et Middle Office, dans le financement structuré. Après, j'ai fait Master Finance et Sec, rentrée 2017. Et actuellement, j'ai fait un stage en M&A à la Société Générale, Paris. Parfait. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la suite? Oui, après, je vais faire un summer à Morgan Stanley. Ok, super. IBD. En IBD, Investment Banking. Parfait. Donc, pour récapituler, on a 3 étudiants qui ont un background ingé, un étudiant... pardon, vous n'êtes plus étudiant, je suis désolé, je m'excuse. 3 alumni qui ont un background d'ingé, un alumni qui a un background d'école de commerce. Il se trouve que Nada avait prévu de faire du marché, elle fait du corpo aujourd'hui. Pour tous les autres, vous êtes plutôt en corpo, donc leverage finance, M&A/investment banking, tu ne sais pas encore quel type de rotation tu vas être amené à faire. Investment banking, puisque tu pars en summer cet été dans une banque anglo-saxonne. Exactement. Et Nada, corporate equity derivative ou strategic risk solutions, selon les différentes typologies employées par les banques, donc aussi côté investment banking. On n'oubliera pas, durant ce live, de parler des gens qui veulent faire de la finance de marché ou de l'asset management, puisque chacun, vous avez des backgrounds, et notamment Nada, qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Donc l'idée, c'est qu'on puisse dès maintenant prendre la première question qui a été posée par Amine, qui dit « Bonjour, avez-vous réellement accès aux plus prestigieuses banques et postes finances d'entreprise, au même titre qu'un étudiant du programme Grande École, en vous remerciant ?» Qui veut prendre la question? Vas-y. Basma. Donc, merci Amine pour ta question. Oui, on a les mêmes chances qu'un étudiant de grande école, enfin de l'ESSEC grande école. J'ai passé des entretiens avec des ESSEC grande école et je trouve qu'on a autant de chances. Il y a pas, les banques anglo-saxonnes ne font pas de différence entre le Master in Finance de l'ESSEC ou le programme grande école. Okay. C'est ce que j'ai compris. Donc Basma, toi, tu as passé 2 process principaux dans des banques anglo-saxonnes. Tu as eu 2 offres. Exactement. Est-ce que tu as senti, durant les assessment centers ou même sur la phase de screening, que tu avais été discriminé par rapport à un étudiant de la grande école? Pas du tout. Non. Est-ce que l'un d'entre vous a un point de vue différent? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Et en tout cas, pour les banques anglo-saxonnes, peut-être que les banques françaises, effectivement, sauront faire la différence entre un master spécialisé et une grande école. Je pense pas, les filles qui sont à Londres peuvent le dire, mais je pense que non, a priori, il n'y a pas de différence vraiment quand on est dans une banque anglo-saxonne à Londres. Ok. Nada? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai eu les mêmes chances. Il y avait des gens qui ont fait aussi la grande école. J'avais les mêmes chances qu'eux. Donc, je suis d'accord. Même mes amis, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le Master in Finance, qui ont eu des entretiens à Londres. Donc, ils ne font pas la différence. Ok. Bon. Yvan, tu as un point de vue différent? Tu étais à Paris, à la Société Générale? Il n'y a pas une grosse différence à Paris. Peut-être juste un petit peu, les gens ils pensent peut-être que Grande École est un programme standard de l'ESSEC. Master en Finance, c'est quelque chose qui s'est rajouté après. Mais à Londres, quand tu fais un assessment center, tu es ensemble avec Grande École et donc il n'y a pas une différence du tout. Ok, super. Merci pour cette
réponse. Amine, j'espère que tu as eu ta réponse et j'espère qu'elle correspond à tes attentes. Yacine demande, est-il possible d'intégrer ce MS à partir d'un Master 1 en finance? Est-ce que quelqu'un veut... Basma, tu viens d'y rentrer cette année? Oui. Oui, normalement, tu peux. Si tu as un Master 1, généralement, ils peuvent te prendre. J'ai une amie dans le Master qui a fait un Bachelor et qui 4 ans d'études et qui maintenant est dans le Master in Finance. Alors, du coup, je vais essayer de distinguer plusieurs parcours possibles. Donc, si tu as fait un bachelor à l'étranger, c'est tout à fait possible d'intégrer le Master in Finance. Et je crois qu'il y a un dispositif désormais pour les gens qui ont fait un bachelor en 3 ans qui permet d'intégrer le Master in Finance sur 2 ans. Donc, un M1 et un M2. Donc, ça, c'est une petite partie aujourd'hui de la promo, mais ça a vocation à grossir. Et deuxième point, si un candidat a fait ses études en France et qu'il est détenteur d'un diplôme de M1, donc ce qui peut être le cas par exemple à Dauphine, vous avez un diplôme M1 Finance à Dauphine, vous avez vraiment un diplôme et non pas une équivalence. Dans ce cas-là, vous pouvez postuler au Master in Finance de l'ESSEC. Attention, si vous êtes dans une école qui vous délivre un M2 à l'issue de 2 années, M1, M2, et pas de diplôme intermédiaire, dans ce cas-là, à l'ESSEC, ça n'est pas possible d'intégrer. Okay, les équivalents crédits ECTS ne suffiront pas parce que l'ESSEC a des prérequis qui sont liés à son grade master. Et le grade master, qui n'est pas le cas de toutes les écoles parisiennes qui proposent le Master in Finance, le grade master requiert d'avoir un diplôme de M1 et non pas une équivalence M1. Donc c'est une petite technicité, mais qui peut empêcher certains candidats d'avoir accès à l'issue d'un M1 au programme. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions sur les commentaires du live, puisque ces questions nous permettront de rendre ce live beaucoup plus interactif, même s'il y a évidemment des sujets qu'on va aborder par la suite. Y a-t-il des chances d'intégrer les cabinets de conseil, Deloitte notamment, après un master? Alors j'ai du mal à afficher la suite. Je n'arrive pas à afficher la suite. Est-ce que certains de vos camarades ont intégré des cabinets de conseil? Oui, d'ailleurs, moi, j'ai eu des entretiens. Au début, j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Et donc, j'avais candidaté à des cabinets de conseil, comme Bain, et j'avais eu l'entretien. Et donc, je connais aussi des gens qui font leur stage dans des cabinets de conseil. Donc, c'est possible. Je confirme que c'est possible. Est-ce que ce serait plutôt du coup des cabinets de conseil spécialisés sur des thématiques financières? Non, au fait, moi, quand j'ai postulé à Bain, c'était plutôt dans toutes les industries, pas en finance spécialement. Et donc, tu as été reçu en entretien chez Bain Oui. Ouais. Ok, c'est assez étonnant, c'est pas du tout commun, donc je pense que c'est important de le dire. Je pense pas que ça représente une grosse partie de la promo. Non, et je pense que ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'il y a un master spécialisé à l'ESSEC qui est le SMIB, qui est prévu à cet effet pour les candidats qui veulent plutôt faire de la stratégie. Exactement. Okay. Donc ça, je pense que si Yacine, c'est ça, je crois, qui a posé la question, veut faire du conseil, je pense qu'il est plus à même de postuler au SMIB plutôt qu'au Master in Finance. Ok, très bien. Parfait, c'est bien noté. Je vous invite à continuer à poser vos questions. En attendant, il y a pas mal de questions qui sont extrêmement récurrentes. Nous, on est beaucoup contactés par des candidats qui stressent sur leur candidature, qui se posent plein de questions. Et du coup, on va procéder en 3 phases. Une première phase sur votre phase de candidature et de sélection au Master in Finance de l'ESSEC. D'abord, à quelle période est-ce que vous avez candidaté et à quelle période est-ce que vous recommandez de candidater, puisque ce n'est pas toujours la même chose? Je peux commencer peut-être, parce que ça fait plus longtemps, entre guillemets, que j'ai fait le process. Moi, à mon époque, ce qu'on disait, c'était plutôt de dire candidater sur la session d'avril, parce que les premiers slots ont été pris. Les derniers de la session de juin, mécaniquement, a priori, il y a moins de place. En tout cas, si on suit la mécanique des summers, etc., c'est pareil, c'est un peu, premier arrivé, premier servi. Ça permet aussi de passer le Taj-Maj sur l'année, parce que vous, comme les candidats veulent le savoir, le Taj-Maj peut être passé qu'une fois par semestre calendaire. Donc ça permet de pouvoir le passer une fois sur, disons là pour cette année, une fois avant la fin décembre, et après une fois au premier trimestre, d'avoir le temps d'avoir le résultat, de constituer son dossier, et de pouvoir prendre le temps quand même d'avoir aussi des résultats scolaires
dans son école actuelle, par exemple, qui permettent d'avoir une vue un peu plus globale sur le candidat, je pense. Donc, à titre d'information, il y a 4 tours d'entretien cette année, 4 tours de process pour déposer son dossier. Et toi, tu parles du round 3, qui est entre le 20 février 2019 et le 18 avril 2019, c'est ça? Et donc, c'est l'avant-dernier, en fait, tour de recrutement. Alors moi, c'est ce que j'avais trouvé effectivement plus stratégique à mon époque, parce que justement pour ce que j'évoquais, notamment pour le Taj Mahal, et puis pour avoir le temps aussi d'avoir des professeurs, si tu es encore en école, qui te connaissent et qui sont capables de te faire une lettre de recommandation vraiment justifiée et d'un bon niveau, ce qui est, je pense, très important pour l'ESSEC. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez d'autres points de vue? Ouais. Donc je partage exactement le même avis, j'ai eu le même conseil et j'ai postulé en avril. Ouais. Et je trouve que c'est excellent parce que ça laisse les candidats de bien préparer leur Taj Mahal, leur TOEIC, en même temps de peaufiner leur lettre de motivation parce que je trouve aussi que c'est important et aussi d'avoir de belles lettres de recommandation. Mais un candidat qui serait prêt aujourd'hui à déposer son dossier, est-ce que vous lui conseillez d'attendre? Moi, je dirais peut-être qu'il faut qu'il le fasse aussi, parce que c'est vrai que si on est prêt et qu'on est sûr d'avoir un dossier solide, effectivement, il ne faut pas perdre de temps. Moi, ma compréhension, c'est qu'il y a très peu de gens qui postulent en première session et que du coup, avec un dossier correct, en première session, on a des vraies chances d'être admis. Bah, écoute, parce qu'il y a plein de gens qui se laissent du temps et qui n'avaient pas encore fait leur choix en fait, de faire une poursuite d'études tout simplement en début d'année. Donc, je pense que les premières sessions ont aussi du sens. Ivan, tu avais postulé quand? J'ai postulé au mois d'avril, pareil, février, mars, avril. J'ai pas fait quelques stratégies spécifiques pour ça. Dès que j'ai rempli toutes les conditions, j'ai préparé tous les documents nécessaires, j'ai postulé tout simplement. Compris. Continuez à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur le Master in Finance de l'ESSEC. On va continuer avec un sujet qui vient d'être abordé, c'est le Taj Mahal qui angoisse beaucoup les candidats. Alors pour être très précis sur la question, est-ce qu'un score inférieur à 300 au Taj Mahal, c'est éliminatoire? Basma, tu avais eu combien au Taj Mahal? J'ai eu 300. Tu as eu 300? Ouais, je pense que 300 c'est le minimum syndical, mais après si on a moins, plus c'est bien. Si on a moins, si vous avez un bon dossier, une bonne motivation derrière, je pense que ils ne regardent pas que le Taj Mahal, ils regardent vos résultats scolaires, votre motivation, les lettres de recommandation. En fait, c'est un tout et vous avez une note au final. Ok. Donc, Florian? Moi, pareil, c'était pas brillant, 320, si je me souviens bien. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est pas primordial, comme le disait Basma, c'est vraiment la candidature au global qui doit être vue. Avoir des lettres de recommandation bonnes, avoir des questions de motivation auxquelles on a répondu, où les réponses sont structurées, sans faute d'orthographe, ce qui peut arriver, des petites coquilles, mais c'est mieux sans, et je pense que ça, c'est assez rédhibitoire. Et également, un dossier scolaire qui tient la route. Et après, effectivement, le Taj Mahal reste un examen. Je pense qu'une petite sortie de route peut arriver, il ne faut pas trop stresser. Alors effectivement, il ne faut pas avoir 250 non plus, je pense, mais on est deux exemples avec des scores qui ne sont pas très très élevés et qui avons intégré le Master in Finance. Donc là-dessus, je pense qu'on peut rassurer les candidats sur le fait qu'un score aux alentours de 300 est suffisant. Au fait, je pense que si tu as un score, je connais des gens qui ont eu un score très bien en GMAT, ils ont eu des bourses. Ça peut, je pense, ça peut aider. Ça peut aider à négocier. Ouais. Faut pas trop le dire, ça. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels peuvent être les arguments que le jury attend pour intégrer le Master in Finance, en plus de ce qu'on peut trouver sur la brochure? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'éléments propriétaires de votre expérience qui ne sont pas forcément des éléments marketing mis en avant et qui peuvent motiver un candidat lors de sa candidature au Master in Finance? De mon côté, moi j'ai passé le CFA, le premier niveau à ce moment, et je pense que ça a beaucoup aidé pour faire un bon profil, pour montrer que je suis très motivé de continuer en finance, que j'ai déjà quelques connaissances techniques, donc je pense que ça a beaucoup aidé pour moi. Et donc tu as poursuivi au cours de ton année oui. ton CFA? En fait, quand j'ai fait mon application à ESSEC, j'ai passé aussi niveau 2.
Et quand j'ai commencé mes études à l'ESSEC, j'ai eu le niveau 2 déjà. Et avec mes études, j'ai passé niveau 3. Donc maintenant, j'ai le niveau 3. Et tous ensemble, ça a aidé de trouver une offre de Morgan Stanley aussi. Donc je le fais en parallèle. Compris. Donc, juste pour récapituler, toi, à l'aide du Master in Finance plus de ton CFA 3, tu es passé d'un job de back et middle office en financement structuré Voilà, à un job en investment banking, enfin summer, ça marche. on croise les doigts, en investment banking chez Morgan Stanley. Voilà. Donc c'est quelque chose qui en général relève du fantasme. Est-ce que tu penses que le master y a contribué significativement? Bien sûr, à 100% presque. Pourquoi? Parce que sans master, tu ne peux pas avoir le stage. Si tu veux faire une Morgan Stanley ou Bulge Bracket ou juste le M&A, il faut avoir le Targeted School comme ESSEC. Et qu'avec ESSEC, tu peux avoir le stage. Et si tu veux continuer en M&A, le stage, c'est prérequisite. C'est le point d'entrée obligatoire pour Obligatoire. décrocher le job. Oui, donc sans ESSEC, je ne pourrais pas avoir le stage et que le CFA, ça ne suffirait pas. Ok, le CFA ne suffit pas. Ouais. C'est vraiment l'ESSEC qui te permet de faire ce stage de 6 mois en M&A à l'ESG qui derrière te permet d'ouvrir les portes d'un summer pour Morgan Voilà. Stanley. Ok. D'autres témoignages à ce sujet? Je pense qu'après, il faut vraiment construire son dossier de candidature sur ses expériences personnelles. Ouais. Ça peut être, alors c'est assez peut-être un peu cliché, mais l'associatif, Ouais. si tu as une vraie expérience associative, ça peut être très intéressant. Quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau ou en tout cas en compétition, je pense que c'est des profils aussi qui sont regardés parce qu'il faut être capable d'en tirer quelque chose personnellement, des soft skills ou même des soft skills qui peuvent être très intéressantes sur la gestion du stress, sur la gestion d'un événement, d'un gros événement, sur devoir se retourner une situation presque instantanément et donc résoudre des problèmes très rapidement, ce qui peut être mis en avant par un candidat. Je pense que c'est des points forts aussi. Et moi, je suis d'accord aussi. Les gens ils sont intéressés de voir aussi qu'est-ce que tu as fait comme activité en dehors de tout ce qui est scolaire. Toi, tu avais fait quoi, par exemple? Moi, j'avais fait du scoutisme, j'avais fait du volontariat dans plusieurs pays. J'étais membre dans un groupe de musique. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé ma candidature. Basma? Et un dernier point, c'est n'hésitez pas de parler de vos stages à l'étranger, de vos échanges aussi à l'étranger. Enfin, généralement, c'est bien vu, ça montre votre diversité, votre esprit international. Et généralement, c'est bien vu. Aussi, si vous parlez 1, 2, 3, 4 langues, c'est très, très bien. Donc, c'est non seulement bien vu par les banques, mais aussi après, pour vos candidatures, mais aussi pour intégrer l'ESSEC. Tu avais fait un stage à l'étranger avant de rentrer au master? Oui, pour ma 4e année d'ingénieur, j'avais fait mon stage à Singapour. C'était un stage de recherche dans un institut qui faisait de la recherche sur les énergies solaires. Ok. Est-ce que pour autant, avoir des stages préalables, c'est indispensable pour rentrer au Master in Finance? Est-ce que vous avez des camarades qui avaient 0 expérience pro avant de rentrer? Au fait, moi, j'avais 0 expérience en finance. J'avais fait des stages dans le domaine d'ingénierie, j'avais fait un stage aussi en Suisse, mais c'était plutôt programmation. C'est pas directement lié à la finance. Donc, je pense pas que c'est... Donc, pas forcément d'expérience préalable en finance. En revanche, avoir des expériences dont on a tiré des compétences, à la fois hard skills, soft skills, ça, c'est déterminant. Est-ce que, et ça, c'est vraiment une question récurrente des candidats, est-ce qu'il faut avoir fait un stage en finance préalable pour être screené, soit par les banques à Paris, soit par les banques à Londres ou les institutions financières en général? Moi, je peux répondre avec mon cas personnel. J'ai fait un stage en contrôle financier quand j'étais en école d'ingénieur, en première année d'école d'ingénieur, donc après les 2 ans de prépa intégrée. C'était certes un stage de 6 mois, mais c'était il y a très longtemps et je pense que, si on est tout à fait honnête, le niveau aussi que j'ai acquis pendant ce stage était très bien, c'était une vraie ouverture vers la finance. Néanmoins, je restais en école d'ingénieur, je restais ingénieur et je n'avais pas non plus des connaissances très développées. Et après, donc, pour rentrer directement dans le master, je n'avais pas fait d'autres stages en finance. J'avais fait un stage quand même de fin d'études en audit qui m'a permis, je pense, de faire la bascule
et de pouvoir aussi dire bon, bah, j'ai quand même un socle de connaissances minimum que j'avais acquis pendant ce stage, parce que justement en postulant au mois d'avril, si on revient à la stratégie pour ces dossiers, bah, j'avais déjà mon stage décroché, donc j'ai pu dire que j'allais faire un stage chez Mazars, pour ne pas les citer, en audit financier, et dire bon bah voilà, du coup je vais arriver en ayant aussi quelques connaissances déjà de base qui me permettront de ne pas être peut-être trop en décalage au début de l'année et devoir du coup trop avoir de travail à fournir pour me mettre au niveau de ceux qui arrivent d'école de commerce ou qui ont déjà un socle de connaissances important en finance. Donc ce que tu dis là, c'est que dans le cadre de ta candidature pour rentrer au Master in Finance de l'ESSEC, en fait, tu avais pensé aussi l'expérience pro qui allait précéder ton entrée comme un signal supplémentaire, comme si tu ajoutais au dossier une pièce supplémentaire qui dit « Mon intérêt pour le programme est véridique, il est justifié, et en plus, lorsque j'arriverai, je serai encore mieux formé que je ne le suis actuellement. » C'était exactement l'objectif, parce que étant en école d'ingénieur et sachant que je voulais changer de voie, postuler pour ce master et faire autre chose et créer ma carrière en finance, il me fallait un point d'entrée qui me permettait de dire bon, la motivation elle est là. Je n'ai pas de stage significatif avant en finance qui me permette de dire que je suis déjà un candidat potentiel. Là, en disant voilà, je vais aller chez Mazars, je vais aller faire l'audit et je vais mettre entre guillemets les mains dans la finance vraiment et aller voir les comptes des entreprises et me créer une base même de comptabilité forte. Chose qui, je pense, est un vrai désavantage des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs par rapport aux écoles de commerce, parce que c'est un socle de connaissances qu'on n'a pas du tout, qu'on n'acquiert pas ou très très peu. Et donc, effectivement, là, c'était de dire, voilà, ma motivation est décuplée. C'est pas simplement les paillettes de la carrière en finance qui m'attirent, mais c'est vraiment une motivation personnelle. Yvan, est-ce que tu veux apporter un regard un peu différent, plutôt venant d'école de commerce? Est-ce que toi, ton signal, ça a été le CFA, ton expérience pro, et puis qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, après 2 ans, à vouloir basculer et refaire une poursuite d'études? Je pense que mon cas est peut-être un peu spécial parce que je suis arrivé en France sans parler la langue française. C'était assez difficile de trouver le travail. Et même le travail dans Back and Middle Office, c'était quelque chose de très intéressant parce que ça m'a permis d'intégrer, d'apprendre la langue, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers ton dream job et qu'est-ce qui est dream job. Donc, ces deux ans en Back and Middle, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je veux et comment y aller. Et voilà, donc CFA, c'était condition obligatoire pour moi. Qu'est-ce qui a été le catalyseur pour toi? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit « Ok, c'est maintenant que je postule et que j'essaye de passer au dream job » Networking, je pense. J'ai parlé aux gens qui faisaient qui a eu le même parcours peut-être et qui ont eu les mêmes rêves. Et ensemble, en fait, j'ai eu cette idée que finalement, pour arriver là, dans ce point, il faut passer par un master en finance à l'ESSEC. Et donc, ça fait toute key decision point pour moi. Ok, ça a été le moment de bascule où tu t'es dit « Ok, je postule et j'accélère ». Oui, voilà. Compris. Alors quand même, c'est étonnant, on a 3 ingénieurs. Est-ce que ce master, il est réservé aux ingénieurs? Est-ce que, et pourquoi est-ce que vous vous êtes détourné, donc c'est 2 questions différentes, mais de votre vocation initiale? Basma. Donc, pour répondre à ta première question, non. À l'ESSEC, on est 40% ingénieurs et le reste, ils viennent soit de business school, généralement ils ont fait une business school avant, soit ils ont fait un bachelor à l'étranger dans ce cadre-là. Et puis, pour répondre à ta deuxième question, donc pourquoi j'ai changé, j'ai voulu faire de la finance, c'est juste que je voulais découvrir un autre monde, plus aller vers un métier dans le conseil pour conseiller des gens, etc., mais rester dans les chiffres. Donc pour moi, la finance, ça représentait un choix logique. Nada?
Oui, alors nous aussi, notre promo, c'était 40% d'ingénieurs, 60% du background finance, oui, économie. Pourquoi j'ai choisi, j'ai changé? Moi, j'ai travaillé une année au Liban en tant qu'ingénieur télécom. Donc, je voulais vraiment être sûre. Et, Que c'était pas fait pour toi. oui. Et donc, après, j'ai postulé. Et quand j'ai eu l'acceptation, je voulais faire ça parce que je savais que la finance allait élargir tous les horizons. J'allais avoir plus de choix. Je voulais travailler plus avec, avoir ce contact client aussi. Donc j'avais dit, oui, je veux aussi sortir du pays pour avoir plus de chance. Et donc, oui, j'ai laissé ma carrière et je suis venue à l'ESSEC. Compris. Florian? Moi, c'était un choix qui s'est mûri aussi pendant mes études d'ingénieur. Au début, je pense comme beaucoup d'élèves après le bac, il faut faire un choix. Moi, c'était de dire, voilà, j'ai un bac S, j'aime bien les matières scientifiques, les domaines des sciences. Autant continuer là-dedans parce que c'est quelque chose qui me ferme pas de porte, un domaine qui m'ouvre plus de portes qu'il ne m'enferme. Parce qu'on dit toujours que la bascule ingé finance ou ingé business school est plus facile que l'inverse, voire quasiment impossible, sauf qu'il y a très spécifique dans l'autre sens. Donc voilà, donc moi mon projet c'était ça, c'était de me dire je fais une école d'ingénieur, et puis après je mûrirai mon projet pendant mon école, et savoir si j'ai envie de continuer d'être ingénieur, si j'ai envie de faire un troisième cycle avec un master spécialisé derrière, ou si finalement je m'arrête là et puis je suis très content. Et donc j'ai réfléchi. Et je me suis dit, voilà, en fait, finalement, ce que j'aime vraiment, moi, c'est quoi? C'est travailler dans les chiffres, c'est comprendre la stratégie des entreprises, c'est apporter une solution aussi. Et je ne me voyais pas non plus sur le terrain, par exemple, sur un chantier, en tant que conducteur de travaux, parce que mon école a une spécialité plus BTP. Et donc, tout naturellement, le projet s'est mûri de dire, voilà, finalement, c'est la finance qui m'intéresse. Et en plus, je pense que les filles seront d'accord avec moi, le background d'ingénieur est un vrai plus, parce qu'on a, je pense, une facilité avec les chiffres qui fait que, justement, je parlais du gap de connaissances qu'on peut avoir financières, on arrive à le combler, je pense, assez rapidement, du fait d'être suffisamment à l'aise, techniquement parlant, sur les problématiques chiffrées. Compris. Yvan, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans ton cas, qui sont arrivés en France il n'y a pas longtemps, qui ne maîtrisaient pas la langue et qui aujourd'hui travaillent en France? Oui, il y avait 20%, on va dire, de la promo, ou peut-être plus, des étrangers et qui ne parlaient pas la langue française. Certains, ils ont trouvé le stage à Londres et il y avait ceux qui ont trouvé le stage à Paris. Mais si tu trouves le stage à Paris, il faut apprendre la langue française. Et c'est pas tellement difficile. Les gens l'apprennent. Pour exemple, j'ai une camarade de promo qui a appris le français ici. Il a fait un stage et maintenant, il a une offre full-time à la Société Générale. Donc, tout est faisable. Ok, donc c'est faisable d'arriver avec une vraie volonté d'apprendre la langue voilà. et de trouver un job à Paris. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais de mon expérience qu'il faut vraiment arriver à un niveau de maîtrise de la langue qui est très bon, au minimum très bon, parce que les équipes parisiennes ne font pas beaucoup d'efforts pour intégrer des gens qui ne parlent pas français. Elles font même, c'est un euphémisme, aucun effort, absolument aucun effort. Contrairement à Londres où là, il y a une vraie culture et diversité internationale et où du coup, quelqu'un qui serait un peu bancal en français aurait des vraies chances de s'intégrer parfaitement dans les équipes londoniennes. Parce qu'en fait, à Londres, on ne parle pas anglais, on parle anglais international, c'est-à-dire un espèce d'anglais que tout le monde comprend, mais qui ne correspond à aucun dictionnaire. Donc tant que les gens se comprennent, il n'y a pas de sujet. Et en fait, on ne considère pas quelqu'un un accent, parce que tout le monde a un accent. Donc il n'y a vraiment aucun sujet de langue. À Paris, c'est différent. À Paris, on est chauvin, et en France, de manière générale. Et on veut quand même que les membres des équipes, sauf exception, il y a peut-être des équipes très internationales, mais j'en connais pas beaucoup, les équipes souhaitent qu'on maîtrise le français. J'ajouterais à ça, surtout que on travaille principalement avec des clients français. Et c'est vrai aussi en France, il y a encore dans des générations au-dessus des nôtres un petit déficit peut-être en anglais.
qui Un fait gros que déficit, un ouais, gros ouais. déficit même. En entretien, d'ailleurs, Ouais. on te dira est-ce que tu parles anglais? Présente-toi en anglais. Voilà. Et l'intervieweur ne risquera pas de parler anglais. Il dira ok, très bien, bon, ça ira. Voilà. Et du coup, je pense que c'est aussi un point important, c'est ce que tu disais, qu'il faut maîtriser parfaitement, presque parfaitement le français, parce que les clients sont français, ils parlent français, et généralement les équipes parlent français, ils ne parlent pas forcément anglais. Donc c'est vrai que je pense que, comme Ivan en a un exemple, et ce que tu disais, il faut vraiment maîtriser le français pour les étudiants étrangers. Compris. Je reviens sur les questions du live. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager ce live. L'idée, c'est que ça puisse servir à un maximum de candidats qui se posent la question d'un Master in Finance. Ça peut également servir à des gens qui hésitent entre le Master in Finance ou la grande école, qui hésitent à continuer leur job et potentiellement faire une mobilité interne ou bien retourner à l'école. C'est quand même un sacré investissement financier, on va y revenir, un sacré investissement en temps, parce qu'on doit arrêter sa carrière ou bien ne pas démarrer sa carrière tout de suite. Ça veut dire qu'on peut se le permettre financièrement, qu'on n'a pas besoin de gagner de l'argent tout de suite. Et les enjeux financiers sont souvent des enjeux hyper importants pour les candidats. Comment est-ce que vous avez financé votre master? Et là, je ne veux pas de honte. Est-ce que vous avez été aidé financièrement? Est-ce que vous avez pris un prêt? Est-ce que vous avez obtenu une bourse? C'est des questions que tout le monde se pose et il n'y a aucune honte à aller financer son master. C'est vraiment important que les gens comprennent votre point de vue en fait, sur l'investissement financier que ça représente. Qui veut commencer? Donc, moi, personnellement, j'ai pris un crédit. Et peut-être que ça va intéresser les étudiants étrangers. Donc, pour les étudiants étrangers, vous devez avoir un garant, malheureusement. Donc, normalement, si vous avez un garant, vous avez la lettre d'acceptation de l'ESSEC, pas de problème, vous pouvez avoir Un crédit. un crédit. Ok. Et Donc, comment moi, on c'est fait ça. si on n'a pas de garant? Est-ce qu'il y a des organismes qui aident dans ce cas-là? Oui, ben, j'ai des amis, par exemple, si vous venez du Maroc ou du Maghreb ou d'autres pays, mais moi je parle de mon expérience personnelle. Donc j'ai des amis du master, des collègues, qui ont écrit à Prodigy Finance, je pense. Prodigy Finance, ouais. Oui, donc ça c'est un organisme qui vous donne, si vous venez du Maroc, parce que par exemple moi j'étais pas éligible étant donné que j'ai fait mes études en France. D'accord. Donc si vous avez étudié à l'étranger, je ne connais pas tous les pays, mais sur leur site c'est bien détaillé. Donc ils vous donnent un crédit, mais par contre l'intérêt il est énorme en fait, c'est Ok. jusqu'à 7%, 8%. Mais j'ai des amis qui l'ont fait. Les taux sont très importants. Les Ok. taux sont très très importants. Mm. Nada? Oui, moi, je ne voulais pas prendre de crédit parce que j'avais déjà pris un pourcentage pour mon école d'ingénierie. Donc, j'ai eu une bourse LIFE qui est Lebanese International Financial Executive. Si tu as une origine, like ton père ou ta mère ou ton grand-père est d'origine libanaise, tu peux, et on finance 50% de ta scolarité. En crédit ou en subvention? En subvention. Alors Mais- la différence entre le crédit et la Ouais. subvention, c'est que le crédit, tu le rembourses. La Non, tu ne subvention. rembourses pas, mais tu promets que quand tu décroches un job, tu aides en contrepartie. Donc, tu dois aider aussi. Ok. Ouais, Donc c'est un mécanisme de solidarité. libanaise. Ok. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Aussi, durant une année, j'ai travaillé. Donc, ça aussi, ça m'a aidé financièrement aussi pour vivre en France et tout. Ok. Super. Florian? Moi, pareil, j'ai financé ça avec un emprunt étudiant, parce que j'ai déjà fait une école d'ingénieur avant, ce qui était déjà un peu onéreux. Et puis, j'avais la chance d'avoir des parents qui me l'ont offert. Donc, je me suis dit, là, c'est mon choix personnel de changer de carrière, finalement, et de destin. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être aussi à moi, à un moment, de financer ça et de me débrouiller tout seul. Donc, je l'ai fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, il y a des partenariats avec les banques françaises quand on arrive à l'ESSEC, parce que c'est une grande école et du coup avec des taux très intéressants, donc c'est bien. Donc, pour moi, c'était une vraie galère, un vrai problème, parce que je suis étranger et je n'ai pas de garant en France. Donc, le crédit étudiant, ce n'était pas possible. Moi, j'ai pris un crédit conso avec un taux assez élevé et avec un remboursement qui commence tout de suite. Donc, il fallait vraiment calculer mois par mois. Donc, il fallait prendre un crédit
plus grand Pour commencer à pour rembourser commencer à dès rembourser maintenant et tout- couvrir ouais. tes frais de vie. Ouais, voilà. Et Euh, c'était quoi le taux de ton crédit? Parce qu'en c'est général- 4%, ou 5, un peu comme ça, mais c'est pas zéro comme pour le prêt étudiant. Mais c'est que juste en moitié. Ah, ça te couvre que la moitié de tes frais de scolarité. Ça couvrait que moitié pour moi. Une autre 25%, j'ai épargné avec mon travail précédent. Et une autre 25%, j'ai réussi de faire un crowdlending. Tu as fait un financement participatif pour financer Voilà. 25% de ta Il scolarité. y a une plateforme qui s'appelle Edukis qui Incroyable. m'a permis de vraiment faire un appel aux gens pour faire le crowdlending. Donc tu leur rembourses. Je vais les rembourser. Ouais. Je vais les rembourser. Mais ouais. Voilà. Ok, très bien. Hyper intéressant puisque du coup on a beaucoup de modalités différentes de financement. Est-ce que globalement comment vous considérez le chèque que vous avez fait à l'ESSEC? Est-ce que vous le considérez comme un bon investissement ou pas? Moi, je considère ça vraiment un bon investissement parce que, étant encore une fois en école d'ingénieur et pas dans les top schools, les portes des banques étaient mécaniquement fermées. Et le master en finance m'a permis d'ouvrir ces portes. Donc, certes, l'investissement est colossal, on peut le dire. Peut-être on ne discutera pas du prix, mais c'est un Surtout vrai investissement. que depuis 2 ans, il a dû augmenter. Voilà, en plus, Voilà. j'imagine. Donc voilà, c'est un vrai chèque qu'il faut faire, c'est un peu dur. On se dit, bon, il va falloir réussir à l'amortir derrière, mais ça devient aussi une source de motivation dans sa recherche de stage ou d'emploi derrière. Parce qu'il faut avoir fait une plus-value aussi sur son parcours et sur potentiellement le salaire à la sortie de l'école. C'est aussi quelque chose, à mon avis, qui intéresse tout le monde et qui est important. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez du retour sur investissement? Donc, so far, so good. Donc, moi, je trouve que c'est un bon investissement. En effet, j'ai jamais essayé de candidater avec mon diplôme d'ingénieur. Donc, je ne saurais dire, mais je pense que l'ESSEC, c'est une grande école. Ça ouvre beaucoup de portes. On a plein d'événements. Enfin, le Career Service, il est toujours là pour nous aider. On a des formations avec Alumni qui nous aident vraiment à construire notre candidature. Les cours, ils sont très intéressants. On a des profs, des intervenants. Donc oui, c'est un bon investissement. Je pense que ça ouvre énormément de portes. Mais tu as parlé de tout sauf de ce qui va te générer un revenu. En l'occurrence, toi, tu as 2 offres en banque anglo-saxonne. C'était quoi ton objectif en rentrant à l'ESSEC? Donc voilà, en fait, c'était d'avoir un summer en investment banking. Donc moi, je veux faire soit du M&A ou du leverage finance. Et voilà, j'ai réussi à avoir mon offre. Donc moi, c'était mon but ultime. Et pour après avoir un graduate potentiellement. Et j'ai réussi à l'avoir. Donc, et je ne suis pas la seule. Plein de mes camarades qui ont bossé dur ont eu de belles offres. Grâce à l'ESSEC, grâce à Alumni. Donc, Nada? Oui, moi je suis d'accord aussi. Venant d'un pays où on n'a pas beaucoup d'opportunités, peut-être dans mon école, c'est une bonne école peut-être au Liban, mais en tant qu'international, j'aurais jamais rêvé de faire des entretiens à Londres, en France, à Netherlands. J'ai fait des entretiens dans des industries, as a consulting, avant de décider ce que je voulais vraiment faire. Donc je pense que j'aurais jamais rêvé de faire ça si j'étais... Et je suis aussi, je ne suis pas européenne, donc ça n'aide pas beaucoup. Si tu vis au Liban, moi j'ai essayé avant de postuler, c'était vraiment très difficile. Donc ça t'a permis d'avoir un pied en Europe et de pouvoir avoir des interviews là où tu n'en avais pas eu auparavant et d'être reçu en entretien, de passer des entretiens. Oui, aussi, je veux ajouter aussi que bien sûr le réseau Alumni, tout ce qui est networking à l'ESSEC, ça, je ne savais même pas, on n'avait jamais eu ça avant. Pourtant, au Liban, quand même, je veux dire, la culture du réseau, elle existe. Oui, mais on n'a pas, dans un niveau international, on n'a pas ce contact avec les banques internationaux. On n'a pas des sessions. Dans mon école, ce qui est une très, très bonne école au Liban, on avait quelques consulting firms qui venaient, mais pas les grandes banques, c'était vraiment limité. Yvan? Ouais, je pense qu'il faut dire que financièrement, c'est un très bon
investissement. Parce que le prix de tuition fee, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais pour nous c'était 22. C'est plus de 20 000 euros, ouais. Ouais. C'est quelque chose comme le premier bonus. Donc tu peux le rembourser presque comme ça. Mais évidemment, il faut avoir le travail et tout ça. Peut-être ça peut être compliqué au début, mais avec le diplôme ESSEC, tu vas trouver quelque chose qui va te permettre de rembourser assez vite. Ok. J'ajoute quand même que tout le monde ne sort pas en M&A, tout le monde n'a pas une offre dans une banque anglo-saxonne. Donc, c'est pas aussi automatique que tu laisses entendre. Je pense que c'est important de le comprendre avant de rentrer au master, que ceux qui décrochent des bonnes offres, il n'y a pas de hasard. Il faut avoir postulé beaucoup, passer beaucoup de temps à peaufiner ses candidatures, à faire son networking, se préparer évidemment pour les entretiens. Et que, pardon, mais les gens qui arrivent en touriste, eh ben, ils sortent du master en touriste, c'est-à-dire en tongs et en short. Okay, et il y en a, tous les ans. Donc c'est important de voir que là, on a un échantillon de gens qui ont décroché de belles offres, qui sont très contents de leur investissement, mais que clairement, quelqu'un qui rentre en se disant bah, je rentre à l'ESSEC, donc il faut que j'ai un job chez Goldman à la sortie et j'attends que Goldman vienne me chercher, eh ben, ils sont toujours en train d'attendre. Okay, donc ça, c'est un petit point, parce qu'on connaît bien les promos et on a un retour aussi de cette population-là. Je pense que, si tu me permets, j'ajouterais juste aussi de dire qu'effectivement, il ne faut pas se dire je rentre à l'ESSEC, je vais viser les grosses banques, j'aurai un gros salaire, le remboursement il va se faire vite. Enfin, moi, je le vois dans ma promo, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis sorti, un an et demi, pardon. Il faut se dire, attention, il y en a qui cherchent encore du boulot maintenant, il y en a qui ont enchaîné stage sur stage. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire de stage et d'être pris directement dans un graduate programme. Il y en a qui vont faire un summer, ça va les relancer sur des candidatures pour des stages après en France, si malheureusement ils n'ont pas réussi à convertir. Ou alors de ne pas avoir un early bird et du coup de commencer encore un an. Donc tu as un an sans activité quasiment. Ou alors il faut trouver autre chose. Donc c'est pas, comme tu le disais, si mécanique. Et il faut aussi savoir que tout le monde ne sort pas avec les top banques, le top salaire. C'est très loin d'être linéaire en fait. Exactement. Et automatique. Et puis il faut aussi se dire que le marché du travail est compétitif et que tout le monde, si tout le monde rentre en disant je veux faire du M&A, tout le monde ne sortira pas en M&A. Donc il faut aussi savoir se retourner pendant le programme quand on recherche un job en disant voilà, ça c'était mon dream job, je me rends compte que les portes se ferment, il faut vite faire la bascule et trouver autre chose. Jonas demande est-ce qu'un Master in Finance est adéquat pour un job en finance quantitative versus un DEA en maths et finance? Malheureusement, non, je pense pas. Enfin, on a des cours options, calcul stochastique, mais c'est pas assez poussé. Non, généralement, le Master in Finance, c'est fait pour les gens qui veulent faire du marché, de l'asset ou du investment, de la corporate finance. Si tu veux faire un master en finance quantitative, il y a le El Karaoui, je pense, il y a l'IX qui font ça. J'ai plein d'amis à l'IX qui font le master quantitatif, finance quantitative et qui sont dans de belles banques. Donc non, il n'est pas. Si vous voulez vous orienter dans la finance quantitative, c'est pas le Master in Finance de l'ESSEC. J'ajouterais donc dans les programmes de finance quantitative, vous avez le Lorelli. Donc le El Karaoui qui a été mentionné, il y a également le Lamberton, le Mazef à Dauphine, le mathématiques et modélisation à la Sorbonne, MMO, il y a un troisième M qui m'échappe toujours. Et également, il y a des nouveaux masters alors qui sont assez récents, qui sont plus en data science à Centrale. Il y a le MVA Normal Sup, et ça c'est plus pour des gens qui veulent s'orienter vraiment sur des applications machine learning en finance. Télécom Paris. Très, très fort. Ouais. Donc vraiment il y a une offre de master qui est très large et clairement le Master in Finance de l'ESSEC ne répond pas à ces jobs-là, et c'est important de savoir ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. C'est hyper important de ne pas arriver en se disant je veux aller faire de la finance quantitative, ce n'est pas le bon endroit.
pour faire de la finance quantitative. Donc ça veut dire quoi de la finance quantitative, hein? C'est des jobs de quant. Donc ça peut être du quant front office, du quant en risque. Donc c'est des gens qui font des modèles ou qui font des algorithmes de trading. Et clairement, ça nécessite une grosse compétence en code et un background d'ingénieur en général, hein. C'est très, très, très rare qu'on trouve des gens qui ont un background en école de commerce. Donc Jonas, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et il y a Ayman qui demande « Je viens d'être diplômé de mon école d'ingénieur avec un stage en finance. Je souhaite postuler pour le Master in Finance de l'ESSEC. Cependant, je vais partir quelques mois en volontariat à l'étranger. Est-ce rédhibitoire ?» Non, parce qu'il n'y a pas d'entretien physique. Donc à partir de ce moment-là, si le THMAJ, le TOEIC ont été passés et les scores sont satisfaisants, je pense qu'il peut partir sans aucun problème et il verra le résultat de sa candidature en étant à l'étranger. Super. Également, une question de Mathis qui demande « Est-ce qu'à la suite d'un Master in Finance de risque en post-bac, en alternance, est-ce qu'il est possible d'intégrer le Master de l'ESSEC ?» Carrément, je pense. Il a fait Finance Risk, c'est ça? Donc bah oui, carrément, c'est en plein milieu de la finance. Donc au contraire, tu as toutes tes chances pour intégrer le Master in Finance de l'ESSEC. Moi, j'ajouterais quand même que le Master in Finance à l'ESSEC, il a une exigence académique qui est particulière dans le marché. C'est-à-dire que tous les masters, tous les programmes n'ont pas ce même niveau d'exigence académique. Ça veut dire qu'en gros, ils prennent des étudiants qui ont des bons résultats scolaires. Et c'est très rare dans les promos de trouver d'anciens cancres. Et ce n'est pas péjoratif du tout, hein. C'est des gens qui auraient de très mauvaises notes ou qui seraient des gens qui sont derniers de leur promo dans leurs écoles précédentes. Est-ce que vous avez des exemples de gens ou plutôt vous avez remarqué que les gens étaient d'un niveau académique bon? Non, en général, les candidats effectivement ont un bon niveau académique. Après, encore une fois, je pense qu'il faut savoir se mettre en valeur quand on candidate. Moi, si je prends mon exemple encore une fois, en école d'ingénieur, on va dire que j'étais dans les milieux de promo, première moitié de promo, mais pas non plus dans les top 10 ou choses comme ça. Pour autant, j'avais quelques matières un peu comptabilité, un tout petit peu d'éducation à la finance de marché. Et c'est ces matières-là où je me suis vraiment concentré à avoir de très bonnes notes et à avoir de très très bons résultats pour pouvoir, encore une fois, dans mon dossier, dire bon bah ok, ma note globale, elle est ce qu'elle est en école d'ingénieur. En revanche, les matières qui m'intéressent et les matières qui vont constituer mon socle de connaissances pour la suite, bah là-dessus, je suis là. Et je pense que c'est important. Et alors, venant du monde pro, est-ce que tes notes ont compté dans ton Je ne pense pas. dossier? En réalité, j'ai mis dans les documents tous mes notes qui étaient assez bons, mais pareil, je n'étais pas le premier de la classe. Mais je ne pense pas que mes notes de bachelor en Russie ou quelque chose comme ça a fait quelques importances, différences. Et après, personnellement, je ne pense pas que les notes étaient vraiment très importantes dans le promo. Ok, intéressant. Mathis, j'espère que tu as eu ta réponse. Lucas demande, donc Lucas c'est un pragmatique, hein, vu l'investissement financier que représente le programme, à combien est-ce qu'on peut s'attendre réellement à la sortie? Ben, généralement, quand tu commences en graduate programme en banque d'investissement, le salaire il est de 50K, plus les bonus de 30K généralement. Donc à peu près c'est ça, plus ils te donnent des primes pour vivre, etc. Généralement, c'est à peu près équivalent, mais je pense que Nada, elle est plus... En général, la moyenne, C'est ça. je pense. À Londres, c'est vrai que c'est assez standardisé, les Oui. salaires, et que quelqu'un qui commence en banque d'investissement, quel que soit le métier spécifique, commence sur une base de 50 000 pounds annuels, brut, évidemment, avec souvent des bonus annuels qui sont assez conséquents en pourcentage du package global. À Paris, à quoi on peut s'attendre? Je pense que c'est un peu différent, surtout sur le bonus. Et je pense qu'il est beaucoup moins conséquent quand on est junior.
encore une fois, ça dépend. Si c'est un bureau parisien d'une banque américaine ou d'une banque anglo-saxonne, forcément, ça sera indexé sur ce qui se passe dans les pays d'origine de ces banques-là. Enfin, je peux prendre l'exemple de certains amis qui sont dans des grosses banques, enfin Deutsche Bank, même Goldman à Paris ou JP. Effectivement, là, les salaires et le package total ressemblent à ce qui est fait à l'étranger. En revanche, en ce qui est des banques, je pense, françaises ou les grosses banques qui ont des vrais gros bureaux à Paris, comme par exemple moi, HSBC, là, on est sur des salaires qui respectent le marché parisien. Et donc, ce qu'on disait sur le salaire d'entrée est vrai. Je pense que de manière générale, les bonus sont moins conséquents en revanche. Ok. Donc, on peut s'attendre, si on commence à Paris, à 45, 50 Moi, annuels. je pense que c'est ce qu'il faut viser. Et après, il y a quelques exceptions. Donc, comme tu disais, les bureaux des équipes anglo-saxonnes à Paris, également les Lazare Rothschild, qui eux sont alignés avec les grosses anglo-saxonnes. Après, on a l'avantage qui est hyper important et à prendre en compte, même si les étudiants en sortie d'école ne se rendent pas vraiment compte de la valeur que ça a, du CDI. Très important. Le CDI qui a une valeur par rapport à un contrat anglais qui est beaucoup plus fragile et qui protège beaucoup moins. Yvan, en stage, puisque ça représente quand même souvent 6 mois qui suivent le programme, à quoi on peut s'attendre à Paris? C'est 1900 à la Société Générale, mais pareil pour BNP Paribas, ce qui représente 1700 net. 1700 € net mensuels Mensuel. Pour un stage dans une banque française, dans des équipes de M&A, de financement. De financement aussi. Intéressant. Et à Londres, les summers, à quoi ça ressemble les rémunérations? Oui, ça dépend. Je pense que, parce que j'avais des amis, c'est en 3 000, 4 000 par mois. Donc en fait, c'est exactement la même base mensuelle que le salaire d'analyste. Oui. Donc on s'attend entre 3 et 4 000 pounds mensuels pour un stage en summer internship à Londres, mais ça dure que 10-12 semaines. Donc on n'en profite pas très longtemps si on n'est pas embauché par la suite. Ok, donc on a couvert, je pense, la question épineuse des salaires. Il y a une question aussi importante, c'est que ces salaires augmentent très fortement, et même pas du tout linéairement, mais de manière exponentielle, surtout dans les métiers de M&A, leverage ou en salle de marché, ça augmente vite. Et du coup, je crois que l'ESSEC est très bien positionné sur les salaires à 3 ans par rapport à ses compétiteurs dans le classement notamment du Financial Times, puisqu'on est à plus de 100 000 $ à 3 ans annuels. Après, il faut faire attention, la parité pouvoir d'achat n'est pas la même à Londres et à Paris. On ne fait pas la même chose avec 50 000 € à Paris et 50 000 pounds à Londres. Okay. Il suffit d'aller prendre un verre à Londres pour comprendre la différence. Il suffit de louer un appartement à Londres pour comprendre la différence. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper important que tu précises ce point parce que, encore une fois, moi je me souviens 2 ans en arrière, quand tu es étudiant, que tu vois des offres tomber, tu vois quelques gros chiffres sur les salaires en disant « Ah, c'est super, etc. » Attention, que tu sois pour ceux qui partent à New York, qui partent à Hong Kong, qui partent à Londres, effectivement, les salaires sont des gros chiffres, mais derrière le niveau de vie, finalement, est peu ou prou le même, et c'est ce qui court en fait. Le gap est couvert parce que le niveau de vie est beaucoup plus cher dans ces pays-là. Très intéressant. On a beaucoup de gens qui sont sur le live. Je vous invite, on a quelques questions en attente, je vous invite tous à poser vos questions. Il nous reste combien de temps exactement sur ce live? 30 minutes? 3 minutes? Ah ouais, mon live est resté frisé, alors du coup, j'ai pas l'info. Il nous reste 3 minutes, donc c'est vraiment le dernier moment pour poser vos questions qui vous taraudent, les choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Victor Laurent demande: est-ce qu'il arrive que les élèves en Master in Finance s'orientent ensuite en conseil en stratégie? Est-ce que quelqu'un a un exemple Moi, par exemple, j'ai 2 collègues à moi qui préparent les entretiens pour McKinsey, Bain BCG. Et BCG. Voilà. J'espère que ça va marcher, mais généralement, moi, je conseille plus de... Parce qu'en fait, on
on ne nous entraîne pas pour ce genre d'entretien. C'est carrément une autre préparation. Chez McKinsey, Bain, etc. Donc, je vous conseille de faire soit grande école, ce qui est très bien vu pour les grands cabinets, soit le SMIB. Compris. Moi, j'ajouterais ma contribution sur cette question. Si vous voulez vraiment faire du conseil en strat et que vous avez une idée très claire, n'allez pas au Master in Finance de l'ESSEC. Ce n'est pas le meilleur choix, ce n'est pas le choix optimal. Si après, vous choisissez de commencer en banque, vous travaillez 1 an, 2 ans, ça ne vous plaît plus, il est tout à fait possible de passer d'un métier en financement ou en M&A, ou même en salle de marché, et j'en ai vu beaucoup, d'anciens sales chez Goldman, se reconvertir en conseil en stratégie. Alors vous perdez un peu d'ancienneté, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, vous changez de métier. Donc forcément, quand on choisit de changer de métier, c'est un trade-off, et on se projette pour à beaucoup plus long terme. Donc je pense que ça, c'est important de se dire qu'on n'est pas en train de fermer des portes. On peut entrer dans un métier, on a toujours l'option, si on est dans un bon métier chez un recruteur reconnu, on a toujours l'option de passer en conseil en stratégie après quelques années, mais pas à la sortie du master, ou du moins ce n'est pas le débouché naturel. Donc ils se préparent aux entretiens, tes camarades, pour le conseil en strat. On attend de voir s'ils vont avoir des entretiens. Et ce n'est pas du tout garanti. En revanche, la promesse du Master in Finance d'ouvrir des entretiens dans les banques, elle est remplie et elle est au rendez-vous. Voilà. Ça, c'est important de voir quelle est la promesse d'un programme et est-ce qu'il remplit cette promesse. Loïc demande, est-ce que les débouchés dépendent également de notre école d'origine ? De manière explicite, peut-on intégrer des institutions très prestigieuses sans avoir fait une école d'ingénieur qui est dans le top 5 ? Les exemples, sans être trop prétentieux, mais on a tous des belles offres ou des jobs plutôt pas mal, sans avoir fait des top schools, enfin en tout cas moi pour ma part, une top school ingénieur. Donc Basma, ton école d'ingénieur, c'était quoi ? C'était l'INSA. INSA L'INSA de Rouen. Moi, c'est une école d'ingénieurs libanaise, et Ouais. l'Université Saint-Joseph. Elle est très reconnue au Liban, mais je ne sais pas si elle est dans les top 5 au niveau international. Je pense pas, Non, sans te vexer. non, c'est la réalité. Et Florian ? moi j'ai fait HEI à Lille, donc voilà, école post-bac aussi en France, qui est bien et qui d'ailleurs se revend pas mal au Master in Finance de l'ESSEC. C'est bien à savoir parce qu'en général on est 3-4 par promo, donc venant d'HEI, donc c'est vrai qu'aussi c'est bien, je pense. Enfin ça marche. Yvan ? J'ai pas fait l'école ingénieur. T'as pas fait d'école d'ingénieur, mais ça participe à la réponse. Et de manière générale, pour répondre encore plus précisément, il y a peu d'étudiants d'une école du top 5 dans le master. Il n'y en a pas même, je dirais. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, si je sors de l'X et que je veux faire de la finance, je n'ai pas besoin de faire une année de plus. Non. Déjà, l'X me propose des masters qui vont me permettre de me spécialiser et je n'ai pas besoin d'aller au Master in Finance de l'ESSEC. Donc il faut être complètement honnête, quoi. Ah oui, bah, bien sûr. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc Loïc, j'espère que ça répond à ta question. Et on va terminer par Loubna qui demande si le CFA niveau 1 peut valoriser une candidature au master avec un background en M2 finance en alternance et 1 an de CDI. En gros, est-ce que ça vaut le coup de bosser le CFA niveau 1 pour backer sa candidature ou est-ce que ça sert à rien ? Je pense que Loubna, il a déjà quelque chose de très important pour le programme. Peut-être s'il ne veut pas aller vraiment jusqu'au bout de CFA programme, peut-être ça va servir à rien. Mais en tout cas, CFA, ça donne c'est un CV kicker. C'est un bon signal sur le CV. Oui, c'est un bon signal. Si Loubna elle peut le faire, si elle a le temps, pourquoi pas? Ça va aider. Moi, mon assessment là-dessus, il est très simple. Si tu as le temps et que tu peux te rajouter cette charge de travail en plus du reste, en étant performant sur le reste, pourquoi pas. Si jamais c'est aux dépens d'une recherche de stage, d'une performance de CDI ou d'un dossier mieux construit ou de je ne sais quel autre critère, alors dans ce cas-là, le CFA est secondaire. Ouais. Et j'ajouterais même qu'on voit
plusieurs étudiants du master, c'était le cas dans ma promo, qui s'inscrivent pour le passer et qui, le temps passant, la recherche stage ou de boulot devenant beaucoup plus importante, laisse tomber le CFA. Et là, c'est vrai que c'est encore un investissement de à peu près 1 000 € que tu aurais fait et qui est perdu. Donc, il faut faire attention à bien manager son temps et bien manager son argent aussi dans le master. Aussi, un dernier truc, c'est que l'ESSEC, elles offrent des bourses en fait pour passer le CFA. Ils remboursent, je pense, j'ai peur de dire une connerie, mais je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact. Mais ils offrent des bourses pour passer le CFA. Donc si tu veux, tu peux attendre, si tu as ton dossier prêt, etc. Tu as déjà un bon profil, donc tu peux attendre de le faire à l'ESSEC ou aussi c'est une bonne préparation si tu peux le faire tout de suite. Parfait. On a terminé cette heure de questions-réponses. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. J'espère qu'on a pu y répondre de la manière la plus précise. N'hésitez pas à continuer, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre avec l'équipe pour préciser et répondre à des questions peut-être plus personnelles par rapport à vos parcours. N'hésitez pas également à prendre le lien de ce live et à le partager à des copains, camarades, petits frères qui sont dans cette, ou sœurs, dans cette démarche d'orientation, en train de se poser des questions. J'ai une dernière question, quand même, parce qu'on l'a souvent, cette question. Est-ce que certains d'entre vous ont été admis à plusieurs Masters in Finance et si oui, pourquoi vous avez choisi celui de l'ESSEC versus un autre? Et est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous pensez que c'est équivalent? Qui veut prendre la question? Je peux prendre la question. Donc moi, j'avais postulé à 2 masters, enfin celui de l'ESSEC et celui d'HEC. J'ai pas eu celui d'HEC, mais j'ai eu celui de l'ESSEC. Mais de toutes les façons, je voulais celui de l'ESSEC parce qu'à la base, je voulais partir à Singapour, j'avais une idée, etc. Donc je me suis donnée à 2000% pour mon dossier de l'ESSEC et je regrette pas du tout mon choix. Enfin, mon choix, j'ai pas eu de choix, mais... mais voilà. C'est le destin. C'est le destin. D'autres témoignages? Moi, j'avais postulé ESSEC, ESCP et EM Lyon. Et j'avais pas eu le SCP, mais j'avais l'EM et l'ESSEC. Et du coup, naturellement, étant parisien d'origine, etc., je m'étais dit c'est mieux d'être à Paris. Et je pense que la reconnaissance à l'étranger de l'ESSEC est peut-être un peu meilleure que celle de l'EM Lyon, encore pour l'instant. J'espère que pour l'EM, que ça va augmenter et qu'ils rattraperont les trois parisiennes. Mais pour l'instant, je pense qu'effectivement, l'ESSEC reste peut-être un meilleur flagship sur le CV. Et concernant les étrangers, du coup, de l'étranger, vous avez vu quoi comme programme intéressant? Vous avez postulé où et vous avez été admis où? Moi, j'avais postulé à EM Lyon aussi. J'avais eu aussi une bourse de l'EM Lyon, mais aussi en grande école. Mais j'ai préféré aller en Masters in Finance. J'ai préféré l'ESSEC parce qu'elle est plus reconnue. Et j'ai contacté des gens qui avaient fait ce master qui m'ont conseillé. Donc c'était... Tu n'avais pas postulé à HEC, par exemple? HEC, j'avais postulé aussi en grande école, mais j'ai eu les entretiens, mais pas la... Pas l'admission? Oui, pas l'admission. Ok. Yvan? Moi, j'ai postulé à HEC, ESSEC, à ESCP. Et je voulais postuler à EM Lyon, mais j'ai eu l'offre de ESSEC à ce moment et je n'ai pas postulé. Donc, j'ai passé des entretiens pour ESCP, mais je n'ai pas eu l'admission. Et à HEC, ça n'a pas marché non plus. Donc, je n'ai pas eu le choix, mais en tout cas, le ESSEC, pour moi, c'était le top choix. Bon, au final, pas déçu, puisque vous allez tous dans des super institutions, vous êtes déjà dans des super institutions financières. Je voudrais vous remercier pour cette heure passée ensemble. J'espère que c'était agréable. Et merci à tous d'avoir regardé ce live. Vous êtes plusieurs centaines à avoir participé. Vous êtes très nombreux à avoir posé vos questions. Et peut-être à l'ESSEC l'an prochain pour la formation alumni de la rentrée, ou peut-être pas. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions et à partager ce live auprès de vos amis. À bientôt.